Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Déjà parce que quand j'étais ado, je rêvais de venir à Bercy jouer avec ma guitare. Bon, j'ai pas la guitare, mais enfin c'est déjà un début. Aujourd'hui, en fait, je voudrais vous parler des liens qui existent entre la recherche fondamentale et les innovations technologiques. Alors, en général, quand on a une innovation technologique, c'est quelque chose qui est issu très souvent d'une recherche appliquée, des fois de recherches qui sortent tout juste des labos, hein, c'est ce qui va être le cas avec nos pitchers. Et puis des fois, ça prend un peu plus de temps. On a des chercheurs, des chercheuses qui travaillent sur des problèmes très très fondamentaux, sans aucune idée d'application, et puis qui, des années, des décennies plus tard, trouvent des utilisations dans des choses très appliquées, très concrètes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter quelques-unes de ces histoires de liens étonnants entre recherche fondamentale et innovation technologique. Alors le premier exemple, c'est Einstein. Einstein, 1915, la théorie de la relativité générale. Alors, à l'époque, Einstein travaille sur la théorie de la gravitation et, peut-être vous connaissez un peu l'histoire, l'explique par les déformations de l'espace-temps. Le truc totalement pas appliqué. Et une des prédictions de cette théorie de la relativité générale, c'est que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde, et il est notamment influencé par le champ de gravité. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez en tête, parce que c'est le principal ressort narratif du film Interstellar. Donc le temps ne s'écoule pas de la même manière en fonction du champ de gravité, mais c'est un effet qui est extrêmement faible. Donc aucune conséquence concrète dans votre vie de tous les jours, ne vous inquiétez pas. Et puis, des décennies plus tard, les Américains mettent au point le GPS. Et en fait, le principe du GPS, c'est qu'on a des satellites qui se baladent, qui envoient des signaux, et ces signaux sont en quelque sorte horodatés, si vous voulez. Et puis nos petits téléphones ou devices GPS captent ces signaux et sont capables, à partir de cet horodatage, de reconstituer à quelle distance ils sont de chacun des satellites, et donc de nous localiser assez précisément sur Terre. Et la précision, c'est, bon, on va dire, ordre de grandeur 1 mètre. Sachant que les ondes voyagent à 300 000 km par seconde, l'horodatage a intérêt d'être vachement précis. Et donc il faut que tous ces satellites soient synchronisés. Et le problème, c'est que là, cet effet de légère déformation du temps du fait de la relativité générale, il se met à jouer un rôle. On a besoin d'une telle précision qu'il est important de tenir compte de ces corrections qui viennent de la relativité générale. Donc voilà, on avait cette théorie d'Einstein sur un sujet qui concernait l'univers dans son ensemble, et puis 50 ans plus tard, c'est ce qui permet au GPS de fonctionner et d'éviter de se décaler de 15 mètres toutes les secondes. Deuxième exemple, pas très loin d'Einstein à nouveau, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Alors l'intrication quantique, c'est la manifestation probablement la plus exotique de la mécanique quantique. Et alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se traduit par une espèce de connexion un peu mystérieuse qui peut exister à travers l'espace entre deux particules, par exemple, qu'on peut séparer. On appelle parfois ça la non-séparabilité quantique. Et c'était un sujet complètement fondamental. Il y avait des débats, c'était même juste des expériences de pensée. Alors les physiciens avaient remarqué que ce truc-là pouvait exister. Et puis il y avait des débats entre Bohr et Einstein sur est-ce que ça existait ou pas. Et puis tout le monde s'était convaincu que ça existait, mais sans vraiment vérifier. Et puis 50 ans plus tard, un physicien français, Alain Aspect, se décide à vraiment vérifier tous ces phénomènes sur lesquels Bohr et Einstein discutaient et fait des expériences. Alors j'ai eu l'occasion d'interviewer Alain Aspect, vous savez qu'il a eu le prix Nobel de physique l'an dernier, et Alain me disait que quand il avait commencé à travailler sur ce sujet-là en thèse, on lui avait dit que c'était académiquement du suicide, c'est-à-dire que c'était un sujet qui ne servait à rien, qui n'intéressait personne, qui était considéré comme quasi philosophique en fait, voire métaphysique. Et puis, bon, voilà, lui, il a quand même persisté, il a établi ses résultats expérimentaux qui confirmaient ce dont la plupart des gens se doutaient, et à nouveau, mais aucune idée d'application en tête. Et puis, des décennies plus tard, on fait deux choses avec cette intrication quantique que maintenant on arrive à maîtriser, en partie grâce aux travaux des physiciens à l'époque. On fait des ordinateurs quantiques. Alors, quand je dis on fait des ordinateurs quantiques, on commence à arriver à en faire. Et cette idée d'intrication quantique, elle est vraiment fondamentale. C'est le cœur de la raison pour laquelle les ordinateurs quantiques peuvent espérer faire plus vite certains calculs que les ordinateurs classiques. Et puis on fait aussi de la cryptographie quantique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des mécanismes d'intrication pour sécuriser des communications. Et la façon dont ça se passe, c'est qu'on peut transmettre une clé de chiffrement, par exemple, si deux personnes veulent communiquer de manière sécure.
Et en fait, l'intrication quantique ne garantit pas que la communication ne sera pas interceptée, mais elle garantit que si la communication est interceptée, ça se verra forcément. C'est vraiment une propriété de base de la mécanique quantique. Donc voilà, un autre exemple de recherche quasi philosophique qui, des années plus tard, des décennies plus tard, donne lieu à des applications. Un autre exemple que j'aime bien vient de la biologie. Alors je vais sortir un peu de ma zone de confort, j'espère que les biologistes de la salle me pardonneront. Dans les années 80, des chercheurs de l'université d'Osaka étudient l'ADN de la bactérie Escherichia coli, donc c'est la bactérie préférée des biologistes, et découvrent un truc rigolo. Dans l'ADN, donc vous savez l'ADN qu'on code avec ces lettres A, G, T, C, ils découvrent des palindromes. Alors un palindrome, vous savez, c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens, comme l'aval, ou alors je crois que c'est ressasser, ça doit être un des plus longs dans la langue française. Et ils découvrent des palindromes dans l'ADN. Super rigolo. Marrant, ils ne savent pas à quoi ça sert, mais enfin, assez intriguant. Ils publient leur découverte, qui, je crois, passe relativement inaperçue. Et puis, 10 ans plus tard, un biologiste espagnol va ramasser je crois que ce n'est pas des bactéries, c'était des archées dans les marais salants à côté, analyse leur ADN, et trouve aussi des palindromes. Et puis il creuse un petit peu la piste et il commence à se rendre compte que ça semble lié à quelque chose qui est comme un système immunitaire de ces organismes. Des années plus tard, d'autres chercheurs, des chercheurs français qui travaillaient dans un groupe agroalimentaire pour faire des yaourts, continuent à travailler sur ces palindromes bizarres dans l'ADN des bactéries, creusent un peu cette piste du système immunitaire. Et puis on finit par comprendre qu'en fait il s'agit là d'un système immunitaire adaptatif, c'est-à-dire que ces palindromes servent en quelque sorte à baliser une sorte de bibliothèque d'ADN où les bactéries sont capables d'enregistrer l'ADN des organismes qui les ont infectés, de garder une copie de cet ADN pour pouvoir ensuite les neutraliser. Et puis à nouveau, des décennies plus tard, deux chercheuses, Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier, creusent encore cette piste, arrivent à maîtriser toute la technologie qu'il y a derrière, et mettent au point ce qu'on appelle maintenant CRISPR ou CRISPR-Cas9, qui est cette technique d'ingénierie génétique qui permet, alors quand je l'explique rapidement, je dis que ça permet de faire en quelque sorte CTRL-F, CTRL-V dans l'ADN, c'est-à-dire d'aller chercher une séquence d'ADN, de l'enlever et de la remplacer par une autre. Et aujourd'hui, CRISPR est en train de changer complètement la façon dont on fait de la biologie et de l'ingénierie génétique. Et tout ça a commencé parce que des gens trouvaient rigolo qu'il y ait des palindromes dans l'ADN d'une bactérie au Japon. Et puis dernier exemple, on va aller chercher du côté des mathématiques. Alors il y a pas mal d'exemples en mathématiques. Il y en a un que j'aime bien, c'est l'histoire d'Évariste Galois. Évariste Galois, mathématicien français, prodige, première moitié du 19e siècle. Évariste Galois, aussi activiste politique. En fait, à 19 ans, il fait de la prison parce qu'il a participé à la révolution de 1830. Et puis, à l'âge de 20 ans, meurt stupidement. Je ne sais pas s'il y a des morts qui ne sont pas stupides, mais en tout cas, dans son cas, c'en était probablement une, dans un duel, probablement pour des raisons amoureuses. Et il meurt à l'âge de 20 ans. Et puis, la veille d'aller à son duel, il sentait que quand même ses chances n'étaient pas très élevées, donc il décide de mettre sur le papier toutes ces idées mathématiques qu'il avait commencé à développer, dont il n'était pas complètement sûr. Tous ces résultats, parfois il les met sans les démonstrations pour aller vite. Et puis, Évariste Galois meurt malheureusement, et puis des mathématiciens trouvent ses travaux, essayent de comprendre ce qu'il a fait, ils n'y arrivent pas forcément, et puis au fur et à mesure des années passent, on reconstitue tout ça. Et voilà, les mathématiciens développent ce qu'on appelle depuis la théorie de Galois. Alors la théorie de Galois, c'est un truc complètement abstrait. C'est des histoires c'est ce qu'on appelle les corps finis. Donc on prend des nombres entiers, et puis on s'amuse à faire des trucs sur des séries de nombres entiers, des polynômes sur des corps finis. Enfin, un truc aucun intérêt. Sauf que dans les années 60, deux personnes, Reed et Solomon, utilisent la théorie des corps finis de Galois pour mettre au point un code correcteur d'erreurs. Alors j'ai parlé tout à l'heure des ordinateurs quantiques. Vous savez peut-être que les ordinateurs quantiques, un des défauts, c'est qu'ils font encore beaucoup d'erreurs. Et donc il faut utiliser des codes correcteurs d'erreurs. Un de ces codes correcteurs donc, a été développé dans les années 60 et utilisé depuis dans les CD, les DVD, les Blu-ray, dans pas mal de communications sur Internet. Et se base notamment sur la théorie des corps finis de Galois. Et donc là, voilà, il a fallu 150 ans, presque 150 ans, entre ces élucubrations mathématiques complètement abstraites et puis une application très concrète qui permet basiquement aujourd'hui que les DVD et Internet fonctionnent. Alors c'est quoi mes messages avec ces petites anecdotes ?
Le premier message, c'est qu'on a besoin de recherche fondamentale pour laquelle on n'a pas forcément d'idée d'application. C'est pas grave, tout ne peut pas être complètement toujours drivé par une idée d'application. Einstein n'avait aucune idée qu'on pouvait faire le GPS quand il a fait la relativité générale. Galois avait évidemment aucune idée qu'on pouvait faire des codes correcteurs d'erreurs avec ses travaux, etc. On a besoin de recherche fondamentale, et on a besoin de recherche fondamentale qui n'ait pas forcément en tête les applications. Inversement, le message, c'est que ça ne nous interdit pas d'essayer d'avoir un certain flair pour essayer de repérer parmi ces découvertes fondamentales quelles sont celles qui, un jour, suivant le contexte, peuvent donner lieu à des innovations technologiques. Et ce n'est pas évidemment les mêmes personnes forcément, et on a besoin des deux qui vont être capables à la fois de faire ces découvertes fondamentales et d'avoir le flair pour ensuite en faire des innovations technologiques. Mais voilà, il faut pas s'interdire de faire ça aussi. Et voilà, je pense que c'est deux messages qui sont intéressants et qui montrent que voilà, la recherche, c'est tout un spectre qui va de la recherche la plus fondamentale et la plus abstraite jusqu'aux applications les plus technologiques. Et voilà, je pense que les deux ont leur place et j'espère que parmi vous, il y a plein de gens qui sauront trouver leur voie en contribuant à l'une ou l'autre, voire aux deux. Et je vous remercie.